lovely New York spring day. How are you now, Oh, Robin? dear Faith, it's a great day. The flowers are blooming and the nipples are out. Oh, Seigneur, quel bonheur d'être ici avec vous, Monsieur O'Brien, en cette belle journée de printemps new-yorkaise. Comment allez-vous, Monsieur O'Brien? Oh, ma foi, quelle belle journée. Les fleurs s'épanouissent et les tétons sortent. Oh, Seigneur. Oui, c'est agréable quand il y a juste assez de soleil pour que les filles enfilent leurs débardeurs et leurs petits amis. Robin Williams a fait rire le monde pendant 40 ans. Mais derrière chaque blague se cachait un homme qui criait à l'aide. La nuit, il s'enfermait dans des chambres pour protéger sa femme de violentes crises de sommeil. Pendant le tournage, il oubliait des répliques qu'il connaissait depuis des décennies. Il enfilait ses montres dans des chaussettes et les cachait chez des amis. Persuadé que quelqu'un le poursuivait, sa maquilleuse le tenait dans ses bras tandis qu'il sanglotait après chaque scène. Tout le monde en voyait les symptômes. Personne n'a vu la maladie. Ce qu'ils ont découvert dans son cerveau allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir. Robin Williams est né le 21 juillet 1951 à l'hôpital St. Luke de Chicago. And apparence, sa vie semblait parfaite. Son père, Robert Williams, était cadre supérieur chez Ford Motor Company et sa mère, Laurie, avait été mannequin. Il vivait dans une grande maison, avait beaucoup d'argent et tout le confort dont un enfant pouvait rêver. Mais le monde de Robin était froid. Son père était toujours en déplacement professionnel et sa mère, charmante mais distanche, privilégiait d'une attitude formelle. Sans chaleur, les câlins étaient rares. L'amour se mérite. Robin a vite compris que pour attirer l'attention, il devait performer, être drôle, impressionner. Être lui-même ne suffisait pas. Cette leçon le suivrait à jamais. À 2 ans, la famille emménagea dans une demeure de 40 pièces à Bloomfield Hills, dans le Michigan. C'était immense, luxueux et incroyablement solitaire. Avec son père au travail et sa mère occupée par des événements sociaux, Robin restait seul pendant des heures, parfois des jours, avec pour seule compagnie le personnel. Mais il ne restait pas assis à bouder. Il remplissait le silence de voix. Il parlait à des amis imaginaires, créait des personnages, imitait ses proches, inventait des mondes entiers devant son miroir. La maison était devenue son théâtre privé. Chaque pièce était une scène, chaque écho une chute. Pendant que la plupart des enfants jouaient dehors, Robin jouait à l'intérieur pour les fantômes. Son humour commençait là, dans ce manoir silencieux où personne ne lui disait ce qui était drôle ou pas. Il l'a découvert toute seule, mais l'école ne lui a pas échappé. Robin était petit, potelé, portait des lunettes et ne s'intégrait pas. Les tyrans lui rendaient la vie impossible. Il le taquinait, le volait et le frappait même. Il rentrait à la maison avec des vêtements déchirés et une fierté écornée. Puis quelque chose changea. Il remarqua que s'il les faisait rire, ils reculaient. Ils cessèrent de frapper. Alors il se pencha. Une blague par-ci, une imitation par-là. Et soudain, il eut du pouvoir. Le rire devint son bouclier. Il ne le protégeait pas seulement. Il lui donnait le contrôle. Plus il faisait rire, plus il se sentait en sécurité. Et plus on le félicitait pour son humour, plus il s'y fiait, jusqu'à ce que ce soit la seule version de lui-même qu'il sache montrer. Robin ne tenait pas seulement son sens de l'humour d'un traumatisme, il le tenait aussi de sa mère. Laurie Williams avait un timing précis, des répliques percutantes et pouvait mettre fin à une conversation d'un regard sarcastique. Robin l'observait attentivement. Il avait mémorisé son rythme, ses pauses, sa façon de faire rire les gens sans jamais hausser le ton. Mais il voyait aussi quelque chose de plus sombre. Sa mère ne semblait s'illuminer que lorsqu'il jouait. S'il cessait d'être le Robin des Bois, son sourire disparaissait. Il a donc appris à maintenir le spectacle, connaître son public, être à l'écoute de la salle, être la version de soi qui attire les applaudissements. C'était un talent qui allait faire de lui une star, mais qui le rendait également terrifié par le silence. À Seize Hands, tout a basculé. La famille a déménagé à Tiburon, en Californie, et Robin s'est inscrit au lycée de Redwood. C'est là qu'il a rencontré James Dunn, professeur d'art dramatique. Dunn a vu ce que personne d'autre n'avait, un talent brut, enfoui sous des années d'autodéfense. Robin a rejoint le département d'art dramatique et a immédiatement trouvé son âme. Ici, ses voix et ses personnages n'étaient pas étranges. Ils étaient célébrés. Il pouvait enfin canaliser le chaos de sa tête en quelque chose de réel. Ses camarades étaient stupéfaits par son envergure. Tantôt il était un majordome britannique timide, tantôt un New-Yorkais grande gueule. Chaque intervention se transformait en un spectacle solo. Pour la première fois,
Robin ne se sentait plus seul. Il se sentait vu. And terminal. Il ne faisait plus seulement partie du club de théâtre. Il était le club de théâtre. Et il était prêt pour quelque chose de plus grand. En 1973, Robin franchit le pas et fut admis à Juilliard, l'une des écoles d'art les plus réputées au monde. Il était l'un des 2 seuls étudiants admis à leur programme d'acteurs d'élite cette année-là, avec Christopher Reeve. Mais ce prestige avait un prix. Juilliard enseignait le jeu classique strict, Shakespeare, les techniques de respiration et la discipline scénique. Robin était un tourbillon d'idées et d'impulsions. Il refusait de suivre les règles. Il avait envie de les démolir. Tandis que les autres récitaient des monologues, il se lançait dans l'improvisation. L'école admirait son talent, mais ne savait pas quoi faire de lui. Au bout de 3 ans, il en a eu assez. En 1976, il a abandonné ses études. Ce fut un choc pour tout le monde. Quitter Juilliard, c'était comme abandonner les Jeux olympiques en cours. Mais Robin a dit que rester aurait tué son moral. Il avait besoin de liberté, pas de tradition. De retour en Californie, il se lance dans le stand-up comedy. Il se produit au Holy City Zoo de San Francisco, puis au Comedy Store de Los Angeles. Son style est électrique. Il ne se contentait pas de raconter des blagues. Il en devenait. En instant, il était chauffeur de taxi russe. Instant d'après, un extraterrestre amateur de disco. Il passait d'une voix à l'autre si vite qu'on aurait dit 10 personnes enfermées dans un seul corps. Le public ne riait pas seulement, il se penchait en avant, complètement captivé. Des humoristes comme George Carlin et Richard Pryor l'ont remarqué. Pryor est même devenu un mentor. Robin n'était pas seulement bon, c'était une véritable tempête. Les spectateurs quittaient ses spectacles, le visage meurtri de rire. Il pouvait faire en 10 minutes ce que d'autres ne pouvaient pas faire en 1 heure. En 1977, il s'installa à Los Angeles. Il commença à se produire régulièrement au Comedy Store sur Sunset Strip. C'est là que les producteurs de télévision cherchaient de nouveaux talents. Et c'est là que Gary Marshall l'a trouvé. Marshall était déjà un producteur à succès, produisant des émissions comme Happy Days. Un soir, il a vu Robin jouer et a immédiatement su que ce personnage n'était pas seulement drôle, mais différent. Et il l'a choisi. L'ascension fulgurante de Robin Williams a commencé par ce qui semblait être une décision créative désespérée pour Happy Days. En 1977, Scott, le fils de Whit-on du producteur Gary Marshall, a suggéré d'ajouter un astronaute à la série après avoir vu Star Wars. Les scénaristes l'ont détesté. Ils ont même tiré au sort pour désigner celui qui écrirait cet épisode stupide sur les extraterrestres. Mais le 28 février 1978, cette idée bizarre est devenue mon Orkin préféré. C'était censé être une simple séquence de rêve pour Richie Cunningham. Puis Robin Williams est arrivé pour l'audition. Lorsqu'on lui a demandé de s'asseoir, il l'a fait à l'envers. Marshall a déclaré qu'il était le seul extraterrestre à avoir auditionné. Ce moment a changé l'histoire de la télévision. Les téléspectateurs sont devenus fous. L'accueil fut si enthousiaste qu'ABC a remonté l'épisode pour supprimer la partie onirique et rendre Mork réel. Une seule apparition a donné lieu à un spin-off complet. Rien que pour la première saison, elle a attiré 60 millions de téléspectateurs chaque semaine. C'était la 3e série la plus regardée aux États-Unis. Juste après Happy Days, Robin Williams est devenu une superstar du jour au lendemain, à seulement 15 $ l'épisode. C'était une aubaine, surtout pour quelqu'un qui était un véritable ouragan d'humour à lui tout seul. Son visage a fait la une du Time en mars 1979. Les enfants portaient des t-shirts, des boîtes à lunch, des livres de coloriage et des jouets à l'effigie de Mork. Mork était partout. Mais derrière les rires, les scénaristes étaient en mode survie. On croyait que Robin inventait ses répliques sur le vif. Ce mythe les a rendus furieux. L'un d'eux a plaisanté. On reste debout jusqu'à 4 heures du matin à écrire les improvisations de Robin. Ils ont bossé comme des fous, de 10 heures du matin à 4 heures du soir. Pour le suivre, certains se sont tournés vers la cocaïne. D'autres, comme David Mish, se sont nourris de sucre. Robin n'a pas improvisé. Il avait mémorisé tout le scénario après une seule lecture. Certes, il s'est déchaîné pendant les répétitions, mais une fois les caméras tournées, il a parfaitement interprété chaque réplique. Son chaos était précis. Hollywood ne pouvait pas l'ignorer. En 1980, Williams a décroché son premier grand rôle au cinéma. Popeye, le film, doté d'un budget de 20 millions de dollars, a été tourné à Malte, où un village entier a été construit. Aujourd'hui, encore un site touristique. Le film a rapporté près de 50 millions de dollars. Mais les critiques l'ont détesté.
Williams a qualifié le plateau de Stalag Altman, se moquant de la difficulté du tournage. Malgré tout, il a prouvé qu'il pouvait mener un film à bien. Même lorsque le scénario ou la mise en scène l'ont déçu, il a conservé son statut de star. Popeye n'a pas été un succès, mais il lui a ouvert les portes des rôles qui ont marqué sa carrière. Will Hunting, Madame Doubtfire, le cercle des poètes disparus. Mais tandis que sa carrière explosait, quelque chose de plus sombre le rongeait. Durant les années Mork et Mindy, Williams consommait 1 gramme de cocaïne tous les 2 jours. Même lorsqu'il l'avoua à un médecin en 1991, celui-ci le balaya du revers de la main car la consommation de drogue était tout simplement banalisée à Hollywood. Mais ses amis ont constaté les dégâts. L'humoriste Mike Binder se souvient d'un moment, au début des années 80, où Robin a vu 1 gramme dans sa poche. Il a demandé une dose, a disparu dans la salle de bain et est revenu avec le flacon complètement vide. Ça lui a pris quelques minutes. D'autres se souvenaient de l'avoir supplié avant les spectacles. « Tu as du cannabis? Je ne peux pas continuer sans. » Mais contrairement à la plupart des consommateurs, la cocaïne ne l'excitait pas, elle le calmait. La plupart des gens deviennent hyperactifs sous l'effet de la cocaïne, a-t-il dit. Cela m'a ralenti. Pour lui, la cocaïne était une cachette. Puis est arrivé le choc qui a tout changé. Le 5 mars 1982, John Belushi mourut d'une overdose de speedball. Robin était avec lui la veille au soir, au château Marmont. Belushi semblait fatigué, jouant de la guitare sous l'effet de la drogue. Robin est rentré chez lui et a dit à sa femme qu'il était avec cette femme. Elle était dure, effrayante. Cette femme, Kathy Smith, allait injecter à Belushi le cocktail qui l'a tué. Robin l'a découvert le lendemain sur le tournage de Mork et Mindy. Il était stupéfait. « Quoi? J'étais avec lui hier soir », répétait-il. La mort de Belushi a secoué Hollywood. Pour Robin, c'était terrifiant. « Regarde-toi, petit fils de pute fragile », se dit-il. « Tu es un petit changement. » Ça aurait pu être lui. C'est ce qu'il aurait pu être s'il n'avait pas arrêté. Puis vint le coup de grâce, la paternité. En avril 1983, le fils de Robin, Zachary, Knockwitt. 6 mois plus tôt, Williams avait arrêté la cocaïne et l'alcool d'un coup. Pas de cure de désintoxication, pas de thérapie, pas de Betty Ford, juste de la volonté pure. Un ami m'a dit qu'il avait tout simplement démissionné. Il m'a expliqué plus tard que la tragédie de Belushi était effrayante. Et pour moi, l'arrivée du bébé était imminente. Je savais que je ne pouvais pas être père et vivre une telle vie. À ce moment-là, Mork et Mindy étaient séparés. Son ami était mort. Il allait bientôt devenir père. Tout annonçait un tournant. La plupart des gens s'effondraient. Williams a choisi la guérison et est resté sobre pendant 20 ans, de 1983 à 2003. Il n'a jamais touché à la cocaïne ni à l'alcool. Au contraire, il a consacré toute son énergie addictive à son travail. Il est devenu l'un des acteurs les plus appréciés au monde. Des films comme Le Cercle des Poètes Disparus, Aladdin, Will Hunting, Patch Adams, Madame Doubtfire, ce n'étaient pas que des films. C'était des bouées de sauvetage pour les gens. C'était un bourreau de travail, mais cela lui permettait de rester sobre. Il a aussi trouvé un autre moyen de s'évader, le vélo. Il disait aux gens que le vélo lui avait sauvé la vie. Au lieu de se cacher dans la drogue, il prenait son vélo pour avoir l'esprit tranquille, mais cette intensité s'accompagnait de pression. Le public s'attendait à ce que Robin soit constamment présent. Il a déclaré un jour dans une interview « On a le droit d'être triste qu'en privé. Ce genre de vie peut rattraper n'importe qui. » En 1987, le monde a enfin découvert de quoi il était vraiment capable. Cette année-là, il a joué le rôle d'un animateur radio-militaire dans l'émission Good Morning Vietnam. Ce n'était pas que des blagues et du bruit. Il vous faisait rire aux éclats, puis vous frappait de la douleur de la guerre, comme un coup de poing dans le ventre. Ces diatribes radiophoniques improvisées étaient pour la plupart improvisées. Le réalisateur le laissait faire. Le résultat, un film qui a rapporté 123,9 millions de dollars dans le monde entier avec un budget de seulement 13 millions. Et pour la première fois de sa carrière, il a été nommé aux Oscars. 2 ans plus tard, il a poussé son projet encore plus loin. Dans Le Cercle des Poètes Disparus, il est devenu M. Keating, un professeur d'anglais qui ne se contentait pas d'enseigner la poésie. Il la rendait importante. Debout sur des bureaux, murmurant « Carpe diem », citant Whitman et Thoreau. Ce n'était pas du Robin des Bois, c'était autre chose. Il a passé des semaines à apprendre le fonctionnement des vrais enseignants. Il a mémorisé plus de 200 vers de poésie.
Le film a rapporté 235,9 millions de dollars et lui a valu sa deuxième nomination aux Oscars. Mais plus que cela, cela a fait de lui un symbole pour les enseignants, pour les rêveurs, pour tous ceux qui ont toujours rêvé de s'émanciper. Puis vint 1992. Il n'était même pas à l'écran, mais sa voix a fait trembler le monde entier. And Janie Dalladin. Il a enregistré 30 heures de génie survolté, des imitations, des improvisations, une énergie qu'aucun animateur n'aurait pu prévoir. Le film a rapporté plus de 504,1 millions de dollars et a révolutionné l'animation à jamais. Dès lors, les studios voulaient des stars. Williams était furieux, pas seulement des voix, mais aussi des acteurs en coulisses. Il avait accepté de jouer le rôle pour seulement 75,0 $, bien en dessous de son cachet habituel, à une condition, pas de marchandisage important. Disney a rompu cette promesse. Le génie devint l'une de leurs plus grosses sources de revenus, engrangeant plus d'1 milliard de dollars en 1995. Et Williams ne l'oublia jamais. En 1993, il enfila une robe, une perruque et un fort accent britannique. Et Madame Doubtfire a explosé au box-office. 441,5 millions de dollars dans le monde. Deuxième plus gros succès de l'année. Williams s'est assis sur une chaise de maquillage pendant 4,5 heures par jour pour incarner Euphegenia Doubtfire. Il n'a pas seulement joué, il s'est transformé. Il a étudié les vieilles dames dans les centres commerciaux, pris des cours de chant et improvisé prise après prise. Une scène de dîner lui a demandé 15 essais, car il inventait sans cesse de nouvelles répliques sur le champ. Ce n'était pas seulement drôle, c'était de l'amour, de la peur, de la parentalité et de la douleur, enveloppé de latex et de rire. Mais rien ne fait plus mal que la chasse aux bonnes intentions. En 1987, il incarne un thérapeute nommé Sean Maguire, un homme discret et en deuil qui vient en aide à un génie disparu. Pas de voix, pas de feu d'artifice, juste le silence. Ce n'est pas ta faute. Cette scène, c'était improvisé. Et ça a bouleversé le public. Tout comme ça a bouleversé Matt Damon sur le plateau. Cette fois, Williams n'a pas seulement été nominé, il a gagné. Enfin un Oscar, le 23 mars 1998. Il est monté sur scène et a dit « Merci Ben et Matt, je veux toujours voir une pièce d'identité. » Puis il est parti. Il était au sommet de son art, mais la célébrité cache des choses sombres. En 2003, lors d'un tournage dans une région reculée de l'Alaska, il a craqué, isolé, frigorifié, effrayé. C'est ainsi qu'il l'a décrit. Ce n'était pas le bout du monde, a-t-il dit, mais on pouvait le voir de là. Il est entré dans un magasin, avoue une bouteille de Jack Daniels, et son pouvoir inférieur a murmuré « juste un avant-goût ». Cette seule gorgée a détruit 20 ans de sobriété. Il était sobre depuis 1982. Maintenant, c'était fini. S'ensuivirent 3 années de consommation clandestine d'alcool. Il a continué à travailler, à performer, mais intérieurement, il était en pleine spirale. Il a dit plus tard qu'il avait compris que c'était grave dès la première semaine. J'achetais tellement de bouteilles que je faisais le bruit d'un carillon éolien dans la rue. Il a plaisanté, mais ce n'était pas drôle. Pas vraiment. Il a dit que ces 3 années n'avaient pas été amusantes du tout. Il ne pouvait tout simplement pas s'arrêter. En 2006, sa famille est finalement intervenue. Ce n'était pas doux, c'était un ultimatum. Son fils, Zach, a déclaré plus tard « S'il avait continué à boire, je ne pense pas qu'il serait en vie aujourd'hui. » Williams s'est inscrit à Hazelden, un centre de désintoxication de premier ordre dans l'Oregon. Il y a passé 2 mois. J'ai regardé la vérité en face. Puis j'ai pris un nouvel engagement, assister aux réunions des AA chaque semaine. Il a admis que sa première guérison, dans les années 80, était incomplète. La seule chose que je n'avais pas abordée était « À quel point veux-tu vivre honnêtement ?» a-t-il dit. Mais même s'il luttait pour rester sobre, les factures l'écrasaient. 2 divorces, des indemnisations colossales. Selon certaines sources, il aurait perdu entre 20 et 30 millions de dollars. Sa première épouse, Valerie Velade, touchait 50,0 $ par mois à vie. Rien qu'en 1989, elle a reçu plus d'1 demi-million de dollars. Son second divorce fut encore plus pénible. Marcia Garces l'a quitté en 2008, 2 ans seulement après sa cure de désintoxication. Elle a évoqué le stress lié à sa dépendance. Williams a tenté de rire malgré la douleur. Pension alimentaire, a-t-il dit d'un jour.
vient du latin qui signifie arracher les parties génitales d'un homme à travers son portefeuille. Finalement, l'argent s'est épuisé. En 2012, il a mis en vente sa propriété de 263 hectares, Villa Cerezo, dans la Napa Valley, pour 35 millions de dollars. Il y avait tout, bibliothèque, théâtre, galerie d'art, cave à vin, mais il fallait tout faire disparaître. Je n'en ai plus les moyens, a-t-il confié au magazine Parade. Il avait gagné plus de 130 millions de dollars au cours de sa carrière. Et pourtant, il réduisait son budget pour survivre. Il restait l'une des personnes les plus drôles du monde. Mais en mars 2009, Robin Williams a failli mourir à 57 ans lors de sa tournée Armes d'autodestruction. Il s'est senti essoufflé. Ce n'était pas seulement de l'épuisement. Les médecins ont diagnostiqué une défaillance cardiaque. Il a dû subir une opération à cœur ouvert, une véritable opération potentiellement mortelle. Les chirurgiens n'ont pas seulement remplacé sa valve aortique, ils ont également réparé sa valve mitrale et tenté de corriger son rythme cardiaque irrégulier. Cela a nécessité un arrêt cardiaque, une anesthésie et même un refroidissement du corps pour protéger son cerveau. C'était aussi grave que ça. Son frère était décédé 2 ans plus tôt des suites d'une opération similaire. Cette peur le hantait toujours. L'opération avait fonctionné, mais elle avait laissé des cicatrices invisibles. Ces types d'opérations entraînent souvent une dépression, voire un syndrome de stress post-traumatique. Certains patients souffrent de perte de mémoire ou de troubles cognitifs en raison du traumatisme, de l'anesthésie ou de minuscules caillots dans le cerveau. Williams a survécu, mais il n'a plus jamais été le même. 4 ans plus tard, il a tenté de relancer sa carrière télévisuelle avec une sitcom intitulée The Crazy Ones. Le lancement a été fulgurant en 2013. Il y jouait aux côtés de Sarah Michelle Gellar, et les publicités étaient omniprésentes. Mais la magie n'a pas duré. Les audiences ont chuté et, en mai 2014, la série a été annulée après seulement 22 épisodes. Williams en a été durement touché. Il avait l'impression d'avoir échoué. Mon visage est partout sur les panneaux publicitaires, et tout était sur mon dos, a-t-il confié à un ami. En coulisses, il s'effondrait. La pression financière a alourdi son fardeau. Après 2 divorces et l'annulation de la série, il a dû vendre son ranch de Napa, évalué à 29,9 millions de dollars. Il était dévasté, humilié et ne savait pas s'il lui restait des rôles. Sa confiance en lui s'effritait rapidement. Puis, sur le tournage de La Nuit au musée, Le secret des pharaons, les choses ont empiré. Robin a commencé à oublier son texte. Ça n'arrivait jamais avant. Avant, il improvisait des scènes entières. Maintenant, il doutait de chaque prise. Il appelait la réalisatrice tard le soir pour lui demander « Est-ce que je suis nul? Que se passe-t-il? » Sa maquilleuse lui disait qu'il finissait la plupart de ses journées en sanglotant dans ses bras. Rien de tout cela n'avait encore de sens. Personne ne savait ce qui se passait. Mais son cerveau était déjà attaqué. Chaque détail. Sa femme, Susan, découvrirait plus tard qu'il était atteint de démence à corps de Louis. À l'époque, personne ne pouvait expliquer pourquoi Robin, l'esprit le plus rapide de l'humour, avait désormais du mal à parler ou à penser clairement. À la maison, la situation était encore plus sombre. Il n'arrivait pas à dormir. Il souffrait de violentes terreurs nocturnes. Il criait, s'agitait ou faisait des cauchemars, à tel point qu'il s'est mis à dormir dans une autre chambre pour protéger sa femme. Parfois, il s'enfermait dans la chambre de son beau-fils pour ne blesser personne par accident. C'était plus que de l'insomnie. Il souffrait de troubles du sommeil paradoxal, l'un des signes les plus évidents de démence à corps de Louis. Les mauvaises nuits gâchaient ses journées. Son esprit était devenu un labyrinthe. Il souffrait de crises de panique et de terribles accès de paranoïa. Un jour, il a mis ses montres de luxe dans une chaussette et les a emmenées chez un ami pour les mettre en sécurité. Il pensait que des personnes étaient en danger. Il pensait que ses amis étaient suivis. Parfois, ces spirales paranoïaques duraient 48 heures. Il ne pouvait y échapper et, pire encore, il savait que quelque chose n'allait pas. En mai 2014, les médecins lui ont annoncé qu'il souffrait de la maladie de Parkinson. Mais cela n'expliquait pas tout. Il ne tremblait pas seulement. Il avait des hallucinations, paniquait et oubliait des choses simples. Il n'arrêtait pas de demander à ses médecins « Suis-je schizophrène? Suis-je atteint de la maladie d'Alzheimer ?» Ils répondaient non. Mais il savait qu'il leur manquait quelque chose. Il le sentait. Sa femme disait que c'était comme jouer à la taupe. À chaque fois qu'il parvenait à traiter un symptôme, un autre apparaissait, le levodopa, principal médicament contre la maladie de Parkinson.
n'apportait guère d'effet. Dans certains cas, elle aggravait même ses hallucinations. Cela aurait dû être un indice. Les personnes atteintes de démence à corps de Lewy ne réagissent pas bien aux médicaments contre la maladie de Parkinson. L'état de Robin a empiré au lieu de s'améliorer. Encore plus de panique, encore plus de confusion, encore plus de peur. Susan vit l'homme qu'elle aimait disparaître. Certains jours, il était clair. D'autres jours, il était pétrifié, terrifié. La nuit, il hurlait dans son sommeil. Le jour, il restait parfois immobile, prisonnier de ses pensées. Il n'arrêtait pas de se demander s'il perdait la boule. Et malheureusement, il avait raison. Il présentait plus de 40 symptômes de démence à corps de Lewy. Mais personne n'a réussi à les relier à temps. Il souffrait d'hallucinations, de troubles de mémoire, de confusion et de délire. Tout cela arrivait par vagues. Un instant, il allait bien. Instant d'après, il était perdu. Son cas était si grave que les médecins ont déclaré plus tard qu'il s'agissait de l'un des pires qu'ils aient jamais vus. Presque toutes les parties de son cerveau étaient endommagées par des corps de Lewy, des amas de protéines anormales qui détruisent le système nerveux. Robin Williams n'était pas seulement triste ou fatigué. Il luttait contre une maladie cérébrale que personne ne comprenait. Une maladie qui lui avait volé sa mémoire, sa confiance en lui et, finalement, sa volonté de vivre. Le 11 août 2014, il a été retrouvé mort chez lui à Tiburon, en Californie. Il s'était pendu avec une ceinture. Il avait des coupures superficielles au poignet et un couteau de poche à proximité. Son assistant personnel l'a trouvé. Il avait 63 ans. À la mort de Robin Williams en 2014, le monde a perdu l'une de ses plus grandes gloires. Mais derrière ses plaisanteries, son charme et sa vivacité d'esprit. Quelque chose de bien plus sombre le rongeait. Sa dernière année fut un véritable casse-tête. Confusion, paranoia, hallucinations, anxiety, insomnie et soudaine difficultés motrices. Personne n'a pu le comprendre. Pas même les meilleurs spécialistes qu'il a consultés. Ils ont d'abord parlé de la maladie de Parkinson, mais ils se sont trompés. Puis est venue l'autopsie. Ce qu'ils ont découvert a choqué même les experts les plus expérimentés. Le cerveau de Robin était entièrement envahi par des corps de Lewy, des amas d'une protéine toxique appelée alpha-synucléine. Ceux-ci ne se trouvaient pas dans une seule zone. Ils étaient partout. Son néocortex, son système limbique, son tronc cérébral et même son amygdale, la partie qui contrôle les émotions et la mémoire. C'était comme si un incendie avait ravagé son cerveau, ne laissant quasiment aucun neurone sain intact. Le Dr. Bruce Miller, neurologue de renom à l'UCSF, a analysé les résultats. Sa réaction a été franche. Aucune zone de son cerveau n'a été épargnée. Et il n'exagérait pas. Dans le cas de Robin, les régions cérébrales habituellement épargnées par les maladies neurodégénératives étaient complètement dévastées. Les lésions étaient si graves. Les étaient si graves, a déclaré plus tard le Dr. Miller, qu'il était stupéfait que Robin puisse encore marcher, voire parler. Dans ces derniers jours, un tel niveau de destruction est incroyablement rare. Les médecins ont dit qu'il s'agissait de l'un des cas de démence à corps de Lewy les plus graves jamais recensés. Et cela expliquait tout, les hallucinations, les sautes d'humeur, la paranoïa, le déclin physique soudain. Il n'était pas seulement malade. Son cerveau était systématiquement démantelé de l'intérieur. La situation était d'autant plus grave que la maladie touchait tous les mauvais endroits. L'amygdale, qui contribue à réguler les émotions, était rempli de corps de Lewy. Cela a provoqué une anxiété paralysante et des hallucinations terrifiantes. Son tronc cérébral, essentiel à la motricité et aux fonctions de base, était également envahi. Son corps ne pouvait donc plus produire suffisamment de dopamine, la substance chimique qui contrôle le mouvement. C'est la même substance chimique qui provoque des chutes dans la maladie de Parkinson. C'est pourquoi il a commencé à trembler et à devenir rigide. Mais ce n'était pas seulement de la dopamine. Une autre substance chimique, l'acétylcholine, nécessaire à la mémoire et à la concentration, était également épuisée, car les corps de Lewy atteignaient son cerveau antérieur et son cortex. Ces deux substances étant déséquilibrées, Robin était pris dans une tempête mentale, hallucinant en instant, incapable de bouger l'instant d'après, perdant la mémoire, le contrôle, se perdant lui-même. Le tableau était terrifiant. Robin Williams n'était pas seulement atteint de démence. Il en souffrait d'une forme qui semblait presque conçue pour détruire tout ce qui faisait de lui ce qu'il était. Selon sa veuve, Susan Schneider-Williams, 4 médecins différents l'ont confirmé. C'était l'un des cas les plus graves qu'ils aient jamais vus.
Les dégâts étaient trop importants. Rien, ni médicaments, ni chirurgie, ni thérapie n'auraient pu arrêter ce qui lui arrivait.